Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et bienvenue dans ce troisième épisode de Tales of Comics, l'émission qui vous révèle tous les mystères de l'univers des super-héros. Et qui dit super-héros dit super-pouvoir. Et oui, j'adore enfoncer des portes ouvertes, c'est un peu mon super-pouvoir à moi. Tout comme les héros de la mythologie, les supers ont besoin de capacités extraordinaires afin d'accomplir leurs prouesses et de se distinguer du commun des mortels. Je vous rappelle que leur but est de devenir des légendes. Toutefois, il y a différentes façons d'obtenir des pouvoirs et nous allons voir qu'ils sont liés au rôle et à la personnalité qu'un scénariste veut attribuer à son personnage. Donc, comment acquérir des pouvoirs ? Là, il y a plusieurs écoles. Soit vous suivez les standards classiques de la mythologie, dans le sens sacré du terme, c'est-à-dire un enfant des dieux ou de sang royal qui grandit au milieu du peuple et qui finit par découvrir son héritage. Ou alors un mortel mettant la main sur une potion magique ou une arme enchantée. Option B, vous délaissez le mystique pour une approche plus scientifique. Dans le cas présent, plutôt la science-fiction. Et là-dedans, vous allez trouver les derniers héritiers d'une race extraterrestre disparue, des adolescents détenteurs d'un gène mutant possédant un très grand pouvoir au fond d'eux, le survivant d'une expérience unique, ou un inventeur de génie qui met au point une armure high-tech aux multiples possibilités au fond d'une cave. Au fil des décennies, nous pouvons voir que c'est cette approche qui est la plus populaire. Et si vous me permettez, je vais paraphraser Irene Adler. If smart is the new sexy, science is the new magic. Oui, vous m'avez bien compris, en termes scénaristiques, la science est la nouvelle forme de magie. Gardez bien cette idée quelque part dans votre esprit, elle vous sera utile pour plus tard. Quel que soit le choix que fera l'équipe artistique, le but est de donner l'impression que le personnage a été choisi par le destin afin de justifier qu'il vive des aventures incroyables et hors du commun. Le moment et la façon dont un personnage acquit ses pouvoirs sont cruciales. C'est son origin story, son background. C'est ce qui fait la force du personnage, qui va le rendre unique et lui permettre d'évoluer dans un univers qui lui est propre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les différents types de pouvoirs et leur signification. Avant de commencer mon énumération, je voudrais élucider un point. Certains pouvoirs ne sont pas compatibles et peuvent faire inutilement doublon. Comme je le disais un peu plus tôt, les scénaristes feront un choix selon le rôle et la personnalité qu'ils veulent donner à leur création. Prenons par exemple les personnages qui semblent invulnérables, que ce soit par le biais d'une peau impénétrable, se changeant en métal vivant ou grâce à la régénération spontanée, et de l'autre côté, ceux qui sont capables de créer des champs protecteurs, des champs de force invisibles, des boucliers électromagnétiques ou grâce à de la télékinésie. Dieu que j'aime les rousses. Excusez-moi, ce n'est pas le sujet, reprenons. Ces deux capacités, l'invulnérabilité et les champs de force, ont le même but, rendre le personnage virtuellement indestructible hors d'atteinte de dangers mortels tels que les incendies ou les explosions. Toutefois, celui qui est physiquement invulnérable prendra l'attaque de front, de plein fouet, tout en continuant son assaut. On peut en déduire donc qu'il est d'un caractère offensif, voire bourrin. C'est un personnage qui est dans l'action, alors que celles et ceux qui créent des champs protecteurs auront besoin de se concentrer pour utiliser leur pouvoir, et cela peut leur demander un effort plus ou moins important par rapport au danger à endiguer ou le nombre de personnes à secourir. C'est un pouvoir avant tout défensif. Donc nous avons là un personnage plus porté sur l'observation, la réflexion, un personnage avisé. Bon, maintenant que vous avez saisi le concept, voyons ensemble la petite liste que je vous ai concoctée en passant des pouvoirs les plus communs aux plus spécifiques. Et nous allons commencer par ce que l'on trouve chez pratiquement tous les personnages, toutes mythologies confondues, les compétences physiques améliorées. Que ce soit la force d'Hercule, de Cuchulainn ou de Gilgamesh, l'agilité de Sun Wukong ou de Tarzan, l'endurance d'Atlas, le titan qui porte le monde, ou celle de Siegfried face au dragon, ces figures mythologiques sont capables de prouesses physiques largement supérieures au commun des mortels. Ce n'est pas surprenant alors que la plupart des personnages de comics, héros comme vilains, soient pourvus d'une super force, d'une endurance surhumaine et d'une agilité et de réflexes presque animales. Même les vigilantes, les justiciers, qui sont pour la plupart dépourvus de pouvoir, possèdent une condition physique équivalente à des athlètes olympiques. Dans les compétences physiques améliorées, nous pouvons aussi y ranger les hypersens. Tel que nous le dit le personnage de Samuel Jackson dans Unbreakable, que ce soit par le biais de la vision à rayons X ou télescopique chez Superman, l'odorat de Wolverine, l'ouïe de Daredevil, capable d'entendre les changements de rythme cardiaque, le don télépathique de Saturn Girl ou le sens d'araignée de Spider-Man, les sens hyper développés ne sont rien d'autre qu'une extension de notre instinct. Ces capacités permettent de dénouer le vrai du faux et de mettre en évidence des menaces demeurant invisibles jusqu'alors. Tous les héros possèdent un pouvoir dans ce genre-là, et lorsque ce n'est pas le cas, il est remplacé par un gadget. Passons désormais à un autre pouvoir très fréquent dans les comics, voler.
Très utiles pour se déplacer rapidement tout en restant hors d'atteinte du commun des mortels, les personnages qui volent sont souvent très puissants, et ceux qui vont jusque dans l'espace le sont encore plus. Revenons au pouvoir de voler. C'est rarement le seul pouvoir qu'un personnage possède, tout simplement car même s'il a une symbolique très significative, il ne permet pas de faire beaucoup de choses, contrairement à la super vitesse qui est beaucoup plus versatile. Si je n'ai pas mis la super vitesse dans les compétences physiques améliorées, c'est tout simplement parce que les personnages qui en sont pourvus forment une catégorie à part entière dans l'univers des super-héros. Ils sont appelés les bolides ou speedsters en VO. Inspirés par le dieu Hermès ou Mercure, ils sont capables d'atteindre des vitesses allant de Mach 1 à la vitesse de la lumière, ce qui leur permet de courir sur la surface de l'eau, voire même les façades des immeubles. Cette vitesse leur permet d'être quasiment invisibles aux yeux des humains ordinaires lorsqu'ils sont en mouvement. Sans oublier qu'un coup de poing donné par un bolide qui vient de traverser le mur du sang peut être sacrément violent. Voilà ce qui est exploitable en termes de vitesse pure avec ce pouvoir, mais il y a bien d'autres façons d'exploiter ce talent. La vélocité de leur mouvement peut aussi créer des tourbillons afin d'amortir des chutes, d'éteindre des incendies ou de désorienter leurs adversaires. Autre possibilité, en faisant vibrer les molécules de leur corps, ils peuvent ainsi devenir intangibles afin d'éviter un projectile ou un obstacle sur leur trajectoire. Certains vilains utilisent cette vitesse pour changer leurs mains en une arme blanche mortelle, n'est-ce pas, Eobard ? Selon les artistes, ils peuvent être parfois doués aussi de pouvoirs électriques, comme par exemple le cas de Jolt des Thunderbolts. Mais ce n'est pas une règle absolue puisque dans le cas de Jolt, elle a développé sa vitesse bien après avoir reçu ses pouvoirs électriques. Maintenant par rapport à la psychologie des personnages. Il faut comprendre que les bolides perçoivent le monde au ralenti, ce qui leur permet d'anticiper beaucoup de choses, mais aussi ce qui les rend très impatients. D'un caractère moqueur, voire immature, ils aiment jouer des mauvais tours et faire de mauvaises blagues à leurs adversaires, tout comme à leurs camarades, ce qui en fait des personnages difficilement supportables pour leurs coéquipiers. Presque autant que ceux que j'ai personnellement surnommés les cartoonestes. Alors pas la peine de chercher ce terme dans le dictionnaire, ce mot n'existe pas. Et vous les puristes, vous rangez les torches et vous me laissez le temps d'expliquer ce que je nomme ainsi. Dans cette catégorie, j'inclus tous les personnages doués d'élasticité, de métamorphisme, c'est-à-dire des changeurs de forme, et ceux que l'on appelle les changelings, ceux qui peuvent prendre l'apparence d'animaux. La fluidité de leur pouvoir et cette capacité à prendre différentes formes donnent aux personnages un côté cartoon qui en font définitivement les comiques de l'univers des super-héros. Cela peut vous paraître étrange, mais c'est dans la pure tradition des comics, puisque le terme lui-même vient de comic strip qui signifie bande humoristique. L'aspect mascotte rigolote se retrouve même chez des personnages qui ne possèdent pourtant pas de pouvoir élastique ou de métamorphe, comme par exemple le Fauve lorsqu'il est chez les Vengeurs ou Diablo à ses débuts dans Uncanny X-Men. Certains cartoonistes font de très bonnes carrières solo, se retrouvant au cœur d'intrigues rocambolesques telles que ce fut le cas pour Plastic Man lors du Golden Age, ou encore Howard the Duck dans les années 70, qui fut le premier personnage à briser ce que l'on appelle le quatrième mur. C'est une originalité qui est devenue la spécialité de Deadpool et Harley Quinn et qui représente une extension de leur démence. Le côté cartoon permet de tourner en dérision tous les dangers auxquels le personnage s'expose et les coups qu'il reçoit. Vous l'aurez compris, à l'exception de Red Richards, dont nous aurons l'occasion de reparler, les personnages pourvus d'élasticité ont toujours une vocation comique, contrairement aux métamorphes. En effet, les métamorphes, ou shapeshifters en VO, ont la capacité de prendre l'apparence de n'importe qui, voire la forme de n'importe quoi, allant d'une personnalité importante, d'un meuble de décoration, à un tout petit animal. Ce pouvoir en font de très bons agents d'infiltration. Et même s'il y a des exceptions, pendant longtemps ce fut un pouvoir attribué aux villains, car il est considéré comme étant fourbe et trompeur. Il en dénote d'ailleurs une personnalité menteuse, jouant avec les apparences, afin de vous faire baisser votre garde avant de vous porter l'estocade. Espions, soldats, assassins, les shapeshifters sont souvent appelés à improviser et sont souvent affranchis des tactiques militaires. On ne compte plus le nombre d'envahisseurs extraterrestres bénéficiant de cette aptitude au sein de la science-fiction. Les races les plus célèbres dans les comics de super-héros sont bien évidemment les Skrulls pour Marvel et les Martiens Blancs chez DC. Mais là où les Skrulls ont besoin de subir une opération pour connaître une amélioration de leur pouvoir,
comme par exemple lorsque l'un d'entre eux a acquis les pouvoirs des 4 fantastiques et est devenu le Super Skrull. Les Martiens blancs, eux, maîtrisent naturellement leur structure moléculaire, ce qui, en plus des métamorphoses basiques, les rend capables de devenir invisibles et intangibles, ce qui en fait de véritables fantômes et des adversaires redoutables. Ah oui, si j'ai précisé la couleur des Martiens, c'est parce que dans l'univers d'ici, cette race extraterrestre est divisée en 2 castes. Les blancs sont la caste guerrière et d'un naturel hostile et conquérant, et les verts, en l'occurrence notre ami John Jones, sont la caste scientifique d'une nature pacifique recherchant la connaissance. Et c'est d'ailleurs autant pour ses connaissances martiales et martiennes que John Jones, le chasseur de Mars, est devenu le stratège de la Justice League. Pour moi, ce type de personnage a véhiculé un archétype que j'ai personnellement nommé les Strangers. Nous pouvons en retrouver dans tous les groupes de super-héros ou de villains. Ce sont des individus venant d'un autre monde ou appartenant à une autre espèce, possédant une vision plus neutre que les autres et en font souvent des personnages sages mais aussi distants. Mais les métamorphes ne sont pas les seuls à maîtriser l'art de l'infiltration. Un autre type de personnage a développé le talent d'échapper aux yeux de tous, les Shrinkers. Vu que l'exacte traduction en français est impossible, je vais me contenter de dire que les Shrinkers sont ceux qui ont la capacité de rétrécir. C'est un pouvoir assez peu répandu et, soyons honnêtes, pas très intéressant, si ce n'est pour la dimension symbolique. En effet, on peut y voir une version moderne du mythe de David contre Goliath, celui d'un individu face à une menace colossale et qui doit faire preuve d'ingéniosité pour vaincre. Oui, parce que lorsqu'on rétrécit, la moindre petite souris toute mignonne devient un monstre terrifiant et gigantesque. La vivacité d'esprit de David se retrouve dans les personnages qui sont capables de rétrécir, puisque ce sont presque tous des génies dans leur domaine. Ray Palmer, alias The Atom, est un scientifique de renom, enseignant à l'université, et le seul capable de comprendre les mystères des étoiles naines. Hank Pym, alias Ant-Man, alias Giant Man, Goliath ou Yellow Jacket, a certes des notions de chimie, mais s'est spécialisé dans le développement d'intelligence artificielle. Scott Lang, le deuxième Ant-Man, quant à lui, est un surdoué de l'électronique et de l'informatique. Étrangement, ceux qui rétrécissent conservent la force physique qu'ils ont avec leur taille normale, de quoi faire hurler les esprits les plus terre-à-terre. Leur caractère réservé et leur capacité à rétrécir les rendent parfaits pour des missions de reconnaissance ou de cambriolage, contrairement à ceux qui grandissent. Oui, car si un pouvoir existe dans un sens, il existe dans l'autre. Comme j'ai expliqué en début de vidéo, ceux qui grandissent sont similaires à ceux qui sont invulnérables, c'est-à-dire qu'ils sont d'un caractère beaucoup plus frontal et bourrin. À ce jour, seul Hank Pym a cumulé les 2 capacités, mais les différents sérums qu'il a utilisés au cours de sa vie ont quelque peu altéré la chimie de son cerveau et ont développé de menus problèmes psychologiques. Mais là encore, tout comme Reed Richards, nous aurons l'occasion d'en reparler. Les Shrinkers étant de grands timides, ils sont souvent accompagnés de femmes ayant du tempérament, comme par exemple Jean Loring pour Ray Palmer ou Janet Van Dyne, alias la Guêpe, pour Hank Pym. Et en parlant des femmes, nous allons nous pencher un instant sur un pouvoir qui est bien spécifique au beau sexe, les pouvoirs soniques. Dans cette catégorie, j'y inclus aussi bien l'utilisation de vagues d'ultrasons poussées par des cris, ce qui a tendance à donner des mal de crâne incroyables et déstabiliser les adversaires, mais aussi la capacité de persuasion, c'est-à-dire réussir à influencer une personne grâce à sa voix. I'm gonna take this gun and I'm gonna put it in that slot and you're gonna take it and you're gonna blow your brains out. Soyons clairs, c'est un pouvoir qui est différent du masterminding, le contrôle des esprits, ou de la manipulation physique de l'individu, appelé puppet mastering en VO. Car contrairement à ceci, le pouvoir de persuasion n'opère que si la cible est à un minimum de distance. La persuasion est un pouvoir à double tranchant. Il peut autant apporter la quiétude et le réconfort dont vous avez besoin, causer votre perte, tel le chant des sirènes ou les sortilèges des sorcières de contes de fées. Les pouvoirs soniques révèlent un caractère charmeur du personnage. C'est une aptitude que l'on retrouve fréquemment chez les femmes fatales. Certaines d'entre elles préfèrent utiliser les cris, tels que Black Canary, Siren des X-Force ou l'ennemi de Supergirl, la Banshee. Mais toutes, sans exception, savent user de leur charme si besoin est. Les phéromones qu'utilise Poison Ivy pour envoûter ses victimes sont une variante de ce don de persuasion. Et si vous tendez l'oreille, vous vous apercevrez que même Catwoman, qui est dépourvue de pouvoir, change sa voix lorsqu'elle souhaite endormir le Chevalier Noir et lui faire oublier sa férocité.
You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. Évidemment, il n'y a pas de règle absolue, surtout dans le cadre d'une fiction. Et même si c'est assez rare, il peut arriver que des pouvoirs soniques soient attribués à des personnages masculins. Et pour celles et ceux qui penseraient que c'est un pouvoir de seconde zone, je vous laisse découvrir avec plaisir toute l'étendue de ce don au travers du personnage de Kilgrave, joué par David Tennant dans la série Jessica Jones. Voilà, je vous ai parlé des pouvoirs les plus génériques pour aller vers les plus spécifiques. Vous avez appris que les pouvoirs faisaient une partie intégrante du caractère des personnages et que leur incroyable aptitude pouvait être autant d'origine surnaturelle que scientifique. Mais il existe une chose plus grande, plus forte, plus ancienne que la physique et la magie. Une chose dans laquelle ces deux disciplines puisent leur source et leur loi. La nature. Les éléments de la nature peuvent être à l'origine de terribles catastrophes. Tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, tornades, typhons, tempêtes de neige. Face auxquelles nous pouvons nous retrouver impuissants, la nature peut donner la vie aussi facilement qu'elle la reprend. Seuls des êtres surhumains, des demi-dieux, sont capables de stopper les éléments ou de contrôler la faune, la flore et le climat. Et je les ai appelés les totémisés et les élémentaux. Mais tout ça, chers amis, ce sera pour la prochaine fois. Donc je vous dis à plus tard.